Happy birthday to you. Happy birthday. C'est l'histoire d'une femme belle, frêle et moderne qui a su s'imposer au milieu d'une bande de bonshommes. Il chante et puis craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou, ce mec. Celle des tontons flingueurs. Ils avaient en commun le sens de la répartie et l'humour avant tout. Regarde et ne dis rien. Sois belle et tais-toi. Regarde et ne dis rien. Sois belle et tais-toi. Quelle était la nature réelle de leur lien? Comment a-t-elle su trouver sa place parmi ces inséparables? Moi, c'est un copain, Mireille. Je peux pas dire que je considère Mireille comme une bonne femme. C'est Georges Lautner qui me l'a présenté. Et à ce moment-là, il m'a dit « Oh, j'ai trouvé une blonde marrante, tu vas voir, elle parle un peu comme toi dans la vie, ça va te faire marrer. » Jo, il y a un monsieur qui fait rien que me tripoter. Les paluches dans les fouilles, hein, je le répéterai pas. Mademoiselle est accompagnée. De quelle manière cette amitié solide a-t-elle nourri leur projet artistique? Admettons que vous n'êtes pas mon cousin. Je ne pense pas non plus que vous soyez à proprement parler un gangster. Amarante. Alors vous êtes quoi? Barbouze. Avant Mireille d'Arc, aucune femme n'avait réussi à se hisser au niveau de ces monstres sacrés du cinéma et à devenir malgré tout une icône sexy, libre et moderne. Elle s'est imposée comme un pote de la bande, mais c'était la copine. Mais elle avait bien sa place parce qu'elle avait quand même énormément de personnalité avec son air de ne pas y toucher, d'être bien grande et bien gentille. Quand elle se retrouvait avec tous ces garçons, elle était comme eux. C'était pas des tendres, hein, c'était pas des faciles. D'abord, ils sont exigeants. Ils vont pas vous accepter si vous n'êtes pas au taquet. C'est pas les barbouzes, ça? C'est les barbouzes, oui. 60 ans après sa sortie, cette bande des tontons flingueurs reste un phénomène du cinéma français. Ce soir, ce sont leurs copains qui se souviennent. Cette photo, on ne voit pas, je suis là. J'ai des photos où je suis en premier plan, de face, il me trouve une seule, je suis de dos. C'est un miracle, ces films. C'est une boîte, tu jettes des pépites d'or, d'argent, ça explose. Ventura était un brave type. Pas un type faible, hein. Si on l'emmerdait, il cognait. Et les enfants des tontons nous livrent leurs témoignages. Déstabilisé de nature, parce que quand on est le fils de Bernard Blier, on est déstabilisé. Il est fou, ce mec. Et moi, il est dingue, je les soigne. Et je vais lui faire une ordonnance, et une sévère, aux 4 coins de Paris qu'on va le retrouver, façon Pulse. Parce que moi, quand on m'a fait trop, je ventile, je disperse. Ah non, c'est pas ça, je ventile, je dis... Non, c'est dur, les dialogues de Diard. Je vous assure que c'est très, très dur. Allez. Pour moi, ce n'est même plus un film, c'est un culte. Il y a un vrai culte autour des tontons. Hein. Il y a un vrai culte. De temps en temps, le cinéma, ça donne ça donne un feu d'artifice incroyable. Et des films qui restent. On est dans le patrimoine absolu, là. Faut reconnaître. C'est du brutal. Bernard oublié. Il fallait l'inventer s'il n'y avait pas Bernard, vous savez. Il est unique, comme le pape, il y en a un seul. Et lui, c'est le même. Immense, un géant. Vous avez raison. Il est curieux, hein? J'ai connu une Polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Il y a une réunion d'acteurs formidable, il y a des dialogues historiques. C'était l'époque où Michel Audiard régnait en maître sur le cinéma français, donc son esprit était quand même orienté beaucoup vers le déconnage. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Elle est nostalgique, cette scène. On parle de leur passé, tout en buvant des coups. Forcément, ça parle, ça touche, et
Et on s'identifie, c'est toujours pareil. Mais je connais personne qui n'a pas dit il n'y a pas que de la pomme. C'est dans tous les foyers de France, je pense que quelqu'un un jour a dit ah, Elie Gosso, il n'y a pas que de la pomme. Papa est revenu du studio de Boulogne et il a réveillé ma mère en disant on vient de tourner la scène du siècle. Et paraît-il qu'il était un petit peu éméché. Donc, l'histoire dit que c'était de l'eau. Il y a une version qui dit quand même qu'il n'y avait pas que de la pomme dans la cruche. On a parlé de la bande à Blier, on a parlé de la bande Aventura, la bande à Audiard, mais très bizarrement, c'était la même bande. Selon le prisme, mais c'était de toute façon la même bande. Ils avaient même un QG dans le 8e, un bistrot, mais un rad, même pas un bistrot, un rad. Quand ils voyaient débouler Audiard, Papa, Blier et Gabin, et de temps en temps Gabin, moins Gabin, parce que lui, dès qu'il avait fini de travailler, il rentrait en Normandie. Le type baissait le rideau. Il a dit, ça y est, c'est bon, allez, je ferme. Il fermait. D'où le fameux, ça m'étonnerait pas qu'on ferme dans les tontons. On aurait bien quelque chose de consistant. Disons, elle est maquée à un jaloux, ta nièce. Je faisais un bras de Cosette. Le genre réservé, tu me connais. Mousse et pampre. Là, tout d'un coup, qu'un petit cave est venu me chercher. Les gros mots et tout. Monsieur Antoine, je ne peux pas lui faire franchir les portes pour peut-être le faire passer à travers. Je ne serais pas étonné qu'on ferme. Quand la réalité inspire la fiction, cela donne des scènes mémorables à l'écran. Avant de vous dévoiler les coulisses des Tontons, laissons-les raconter l'esprit de cette bande et leurs souvenirs. Ils se sont très bien entendus. Là où ils se sont le mieux entendus, c'est pour choisir les restaurants et sur la bouffe, Jean Gabin était très fort et mon père aussi. Et les autres aussi, Lino, Audiard, tout le monde. Ah bah tu sais, on en a eu des... nous, on en Vous avez eu des séances tout de même. On en a eu des sévères. Avec lui, le Lino, oui. Le Lino, le Grangier. Moi, alors là, on en a eu des sévères. Et là, ça part sur le vélo assez facilement, on va dire. Oui. Mais ça doit dévier un petit peu sur les femmes de temps en temps. Pas tellement. Oh non. Pas tellement. Non, Pas non. tellement. Voilà. La bouffe. Oui. La bouffe. Parce que dis donc, t'as qu'à... Écoute, t'as qu'à te trouver avec Lino. Ah, c'est du sérieux. Ah, avec Lino, c'est du sérieux. Hein. Lui, il mange pas beaucoup. Lui. Ouais, non, tu l'as dit, je bois, je peux pas tout faire. Il boit, lui. Il mange pas beaucoup. Ouais. Mais Lino, alors, tu parles d'un canaille de mâchoire. Tu croirais qu'il va te tuer, Lino, quand il mange. Tu croirais qu'il va te tuer, t'oses plus parler. T'entends les mâchoires qui font clac, 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 clac. Tu te dis, merde, si je m'approche, il va me buter. Si je m'approche, il va me buter. Ah, tu peux pas savoir ce que c'est. Il est champion du monde, lui. C'était des fous de gastronomie, des fous de gastronomie. C'est vrai que ce sont des personnages comme Blier, Gabin. C'était des types à table. C'était impressionnant de les voir manger. Impressionnant. Ils adoraient ça. Ils adoraient ça. Vous pouvez se regrouper pour aller dans un restaurant secret, manger un truc très lourd. Oh, il y avait des plats costauds, hein. C'était pas le petit haricot vert entouré de la petite lanière de ciboulette, hein. Non, c'était plutôt les choses bien françaises qui tiennent au corps. Cassoulet, bœuf en daube, enfin tout. On mangeait pas trop asiatique à cette époque-là. Il n'y avait pas de sushi. La bonne cuisine française. Ou italienne, hein. Attention. Mais pas au restaurant, parce que ça, non. La cuisine italienne, c'était chez mon père. Écoute, t'as pas arrêté de rouler depuis qu'on est à table. Alors c'est nous qui pourrons pas en placer une. On tient le bout, on le garde. Est-ce que Lino va se taire? Oui. Oui, mais je vais prendre leur lait. Oui, mais après. Ah, tu te devais d'aller à te frais. Je suis allé, j'ai rien demandé. On m'a pas envoyé un bouquet de fleurs, maman. Voilà, monsieur l'Amérique. Ah, bravo, monsieur. Chef, on voulait simplement, parce que nous avons dîné superbement,
La table est quelque chose de très important pour tout bon Gaulois. C'est clair qu'il se passe beaucoup de choses autour d'une table. On s'engueule, on se réconcilie, on s'aime, on s'explique. Et c'est vrai que ces personnes-là ont créé des films, ont créé des histoires autour d'une table. Et comme ils aimaient manger en plus, ils se sont forcément retrouvés. Et on se retrouve. Et qui ne se retrouve pas autour d'une table? Quel est le Français qui ne se retrouve pas autour d'une table? Et moi, j'en connais pas, personnellement. Je vais quand même vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée avec le monsieur qui est au bout là-bas. L'acteur, là? L'acteur. L'artiste. L'artiste. Notre acteur? Notre acteur, oui. Il y avait un temps où je tournais à Paris en été avec Jean Gabin. Et tous les soirs, on dînait ici parce qu'il n'y avait pas grand monde. Et on dînait là, après le tournage, on dînait là tous les soirs. C'était l'été, il faisait beau, c'était magnifique. Et un soir, on était en train de dîner tous les deux. Et qui est-ce qu'on voit arriver? Monsieur Blier, qui nous voit. Et la suite, tu la devines, on s'assoit tous les trois à la même table et on commence à manger. Et à cette époque-là, j'aime autant te dire qu'on se tenait mieux à table qu'à cheval, tous les trois. C'était sérieux. Le grand truc sur les restaurants à cette époque-là, c'était de dire, quand on en tenait un bon, c'était de dire il faut en parler à personne. Il faut donner l'adresse à personne, comme ça on reste entre nous. Parce que si on commence à dire partout on a un restaurant génial, en 6 mois il sera foutu et on ne pourra plus y aller. Donc le secret, c'est de ne pas en parler. Et à la fin du repas, et Dieu sait si c'était un repas, celui-ci dit « Je viens de découvrir une adresse fabuleuse. » Ah bon? Fait le vieux. Et c'est quoi? Il dit, l'autre, il avait les larmes aux yeux en parlant. Il était comme ça, il n'en pouvait plus. Il disait, il y a un pot-au-feu. Oui, Etc. Attends une seconde. Attends! Non, il nous a sauvé la vie. Je leur ai... Voilà. Ils se sont levés de table et il a dit... Jean Gabin Jean et moi... a dit, on y va. J'ai dit, ça, c'est pas possible. Demain, on va mourir. On va éclater. On va éclater. Je leur ai sauvé la vie. Car, à 11h du soir, on prenait la voiture et on allait bouffer le pot-au-feu. À la gare du Nord. À la gare du Nord. Oh, c'est un trompe. C'est étonnant d'ailleurs que papa leur ait dit « Mais vous êtes des dingues d'aller là-bas ». Parce que papa, franchement, il aurait été le premier à y aller. Il devait avoir vraiment énormément mangé pour qu'ils disent aux autres « Attendez là, c'est pas possible, on peut pas y aller. À 11h du soir, le pot-au-feu, après ce qu'on vient de se manger, c'est pas possible. On va mourir. » Ces gueuletons épiques ont définitivement scellé les liens entre tous ces bons vivants. Pour comprendre la naissance de leur bande, il faut replonger dans les années 50, quand Jean Gabin croise la route de Bernard Blier. Entre ces deux-là, le courant passe immédiatement. Merci, ces messieurs aussi s'occupent de vous. Ils sont en train de vous assurer des lendemains qui chantent. Gabin, Blier en bistrotier, et pour servir ces messieurs déjà, la langue d'Audiard. Un accident est vite arrivé, ma bichette. Peut même arriver du jour au lendemain. Avec votre cirrhose. La cirrhose. Et qu'à vous regarder. Venez voir un peu ici dans la lumière. Venez voir. Il s'est toujours très bien entendu avec Jean Gabin, qu'il admirait, et dont il était un peu jaloux, mais qu'il admirait. Et Gabin était très gentil avec mon père et était un homme charmant. Avec ses colères aussi, mais enfin, il était plutôt charmant. Oh, mon pauvre ami. Vous devez avoir le foie comme une champignonnière. Je suis sûr qu'avec un stéthoscope, on les entendrait pousser vos granules. Je vous préviens que j'aime pas ce genre d'astuces. Ce que j'en dis, c'est pour l'avenir de Bichette. Ces astuces-là aussi, je les aime pas. La mort, c'est sérieux. C'est pas un sujet de plaisanterie. La mobilisation n'est pas la guerre, mon cher. Et je trouve qu'on devrait arroser la dot de madame. Oui. Et pas avec du casse-pâte. Ah non. Non, avec du spécial. Mais oui. De la réserve au père Grégoire. Oui. Je pensais bien qu'il y aurait une occasion. La voilà. Et les occasions ne vont pas manquer. Pour les deux compères, chaque tournage est la promesse d'une fête. Sauf quand la production des Misérables les envoie à Berlin-Est pour réduire les coûts. Cosette, alias Béatrice Altariba, n'a rien oublié de cette aventure. Gabin disait à Blier, c'est une connerie d'aller là-bas. D'abord, il n'y a rien à manger. Et puis, il fait un froid de canard. Et puis, tous les Allemands, moi, je ne sais pas parler la langue. Oh, qu'est-ce qu'on va se faire chier. Heureusement que tu es là. Il lui dit, comme ça, on va pouvoir faire des bêtises ensemble. On n'avait rien à manger.
On n'avait pas de sucre. On ne pouvait même pas traverser la frontière parce qu'il y avait le rideau de fer. Eux, je ne sais pas comment ils s'arrangeaient. On ne sait pas comment ils passaient la frontière. Ils disparaissaient et ils revenaient. Et ils revenaient avec plein de trucs, vous savez, des corbeilles, des choses comme ça, des paquets. Je pense qu'ils donnaient de l'argent à quelqu'un de la douane, parce que c'était presque tous les jours, ce trafic. C'était ce qui s'appelait des duels à la fourchette assez sérieux, quoi. C'est des trucs où il y en a un qui doit manger plus que les autres. C'était des mecs qui mangeaient beaucoup quand même. Ils s'étaient arrangé la vie pour se faire leur bonne chère. Ils se mettaient dans leur hôtel, ils buvaient leur whisky. Puis je dois dire qu'ils supportaient bien. J'ai été un des seuls acteurs français à avoir été en ménage avec Jean Gabin. Nous avions pris un appartement dans un hôtel avec un salon, 2 chambres, chacun la nôtre, bien sûr, et on buvait le coup assez violemment, c'est-à-dire qu'on se tapait, avant le dîner, une bouteille de whisky, tous les deux, ce qui n'est pas énorme. Et alors, chaque semaine, l'un de nous deux, ou Jean ou moi, était chargé des commissions. Et on disait, la semaine de Jean, c'était lui qui allait faire le marché, et je l'appelais Mademoiselle. Et quand c'était ma semaine de faire le marché, il m'appelait Madame. Si l'amitié entre Blier et Gabin était une évidence, pour Lino Ventura, la rencontre avec le vieux aurait pu ne jamais se faire. Tout s'est joué sur un détail. En 1954, l'ancien catcheur italien se voit proposer un rôle aux côtés de son idole de l'époque. Il croit d'abord à une plaisanterie et demande 1 million de francs, un cachet exorbitant pour un débutant. Et à sa grande surprise, la production accepte. Gabin a voulu voir les essais de papa, il a trouvé ça absolument extraordinaire. Il a dit, mais où est-ce que vous avez été trouver ce type-là? Il a trouvé que papa avait énormément de talent, déjà, pour commencer. Et ils se sont retrouvés sur le plateau quand papa est arrivé, où papa a tenu absolument à aller serrer la main de Gabin. Quand je suis arrivé avec ma petite valise au studio de Boulogne, j'ai demandé à voir M. Gabin, immédiatement, que je ne connaissais pas. Et on m'a dit, vous le verrez tout à l'heure sur le plateau. J'ai dit non, moi je veux le voir tout de suite. Alors j'ai demandé où était la loge de Gabin, et on me disait qu'elle était quelque part par là, mais personne n'osait m'amener à la loge de Gabin. Et puis je suis tombé sur un qui était beaucoup plus inconscient que les autres, qui était stagiaire, et qui m'a amené jusqu'à la loge de Gabin. Là j'ai frappé, je suis rentré, il était occupé dans la pièce à côté. Et on lui a dit, c'est M. Ventura qui est là. Et il est arrivé vers moi, il m'a tendu la main, et il m'a dit exactement ça. Il m'a dit, ça va? Je dis, oui, ça va. Il me dit, alors à tout à l'heure? Je dis, c'est ça, à tout à l'heure. Et c'est pour ça que j'ai fait du cinéma. Sinon, je crois que je serais parti. C'est très puéril comme réaction, mais elle est vraie, elle est exacte, c'est celle-là. Il m'a pas demandé pourquoi je voulais le voir, il avait compris. Et je crois que c'est depuis ce jour-là qu'on s'est très très bien compris avec Jean, d'ailleurs. Le réalisateur Jean Becker peut lancer le tournage de Touchez pas au Grisby. Oui. Ici Angelo. Tu m'entends bien? Oui. Alors écoute-moi attentivement. T'as pas de temps à perdre, moi non plus. Tu veux que je te rende Riton vivant? Je t'écoute. D'abord, je dois te dire que j'ai rien contre Riton ni contre toi. Ce que je veux, c'est votre Grisby. Et il me le faut d'ici 1 heure au plus tard. Je vais te passer Riton pour que tu saches qu'il est bien là. Tous les deux se sont trouvés au niveau d'une filiation, je pense très sincèrement. C'est-à-dire que papa, qui n'avait jamais eu de père, a trouvé en Gabin un père spirituel. Et ça a été son père au niveau du cinéma, mais je pense aussi que ça a été un petit peu son père dans la vie. Il allait voir Gabin vraiment comme si c'était son père. Il avait un respect pour Gabin absolument extraordinaire. Papa a eu beaucoup de chance de rencontrer Gabin et Becker quand même pour son premier film. C'est pas donné à tout le monde. Il est quand même pas tombé sur des demi-portions, là. Allô, Max? Oui, c'est moi. Te laisse pas faire. Passe-moi Angelo. Te laisse pas faire, Max. Je te dis de me passer Angelo. Tu l'as entendu, hein? Alors, si tu veux qu'il reste en bonne santé, faut faire vite. Tu me comprends, Max? Alors,
Et ben voilà. Je t'offre une combinaison qui nous donne à chacun les mêmes garanties. Ouais. Touchez pas au Respire a été un énorme succès. C'est la première fois qu'on voyait des gangsters humanisés. C'était le grand retour de Gabin, qui avait quand même eu une traversée du désert assez importante d'une dizaine d'années. Et c'était l'arrivée de Papa. Pendant ce temps-là, loin des studios parisiens, sur les bords de la Méditerranée, une jeune Toulonnaise rêve de cinéma et d'ailleurs. Elle a arrêté ses études à l'âge de 15 ans pour se consacrer à la danse et est entrée au conservatoire pour étudier l'art dramatique. C'est dans ce cadre qu'elle tourne ce premier court-métrage. J'ai souffert étant gosse d'être un peu repliée sur moi-même. Donc le théâtre, c'était une évasion, c'était être autre chose, c'était tout à coup pouvoir rêver. Et c'est pour ça qu'à partir de l'âge de 15 ans, j'ai été au conservatoire pour essayer de faire quelque chose de plus. Il n'y avait pas d'autre possibilité, si vous voulez, où je me mariais avec un marin, parce que c'était à peu près les seules possibilités, où je venais à Paris pour essayer de m'en sortir. Et il n'y avait que le théâtre dans ma tête qui pouvait me donner la possibilité de m'en sortir. Rien ni personne ne la fera changer d'avis. Armée d'un prix d'excellence et d'une lettre de recommandation du Conservatoire de Toulon, elle débarque à Paris, au cœur de l'été 1957, et s'inscrit à un cours de théâtre. Elle a 19 ans. Ça pouvait pas ne pas marcher. C'était dégueulasse de dire ça, hein. Mais c'est l'inconscience de la jeunesse. Déterminée à se faire connaître, il lui faut maintenant un nom d'artiste. Donc j'ai cherché, et puis je suis née au mois de mai. Au mois de mai, il y a la Sainte Jeanne d'Arc. Puis je trouvais que d'Arc, ça sonnait très bien, que finalement tout le monde s'en souviendrait. Mireille d'Arc apparaît dans des petits rôles aux côtés de stars montantes, comme ici au cinéma dans Les Distractions, avec Jean-Paul Belmondo, tout juste auréolé du succès d'À bout de souffle. Ou encore dans le téléfilm Haute-Claire, dans lequel elle est la prétendante de Michel Piccoli. Dans la comédie française de ce début des années 60, les jeunes comédiennes, voilà, des petits rôles, elles font la fille de tel ou tel acteur, ou la fiancée, ou voilà. Parfois, c'est souvent un peu un prétexte, voilà, à mettre une jeune comédienne. Les femmes étaient un peu des potiches à l'époque, enfin, la jeune première, un peu fadasse, pas très pertinente. On peut pas dire que la femme avait le très beau rôle à l'époque. Celle qui a le beau rôle s'appelle Brigitte Bardot. Mireille aimerait la même notoriété qu'elle. En 1961, elle devient sa partenaire. Hasard ou coïncidence, l'année suivante, elle va changer d'apparence. J'ai cherché à être exactement en concordance avec moi-même. Si vous voulez, j'étais brune. J'ai voulu être blonde parce que je me sens mieux dans ma peau, parce que je me sens plus gaie, parce que je suis quand même une optimiste au bonheur et que je me sentais un peu déprimée en étant brune. Je me trouvais un peu sombre. Et comme par miracle, les journalistes s'intéressent enfin à cette pétillante comédienne. C'est toi qui as mis ma chemise. Mais non, tu me l'as donnée. Ah, c'est ma chemise, ça. Mais non, c'est la mienne, tu me l'as donnée. Ça m'a volé ma chemise. Dites-moi, Roger Pierre, Mireille d'Arc, dans ce bateau, quel est votre rôle exact? Eh bien, moi, je suis repêchée au milieu de l'Atlantique par Roger Pierre et Jean-Marc Thibault et je joue un mannequin qui va à Rio et je tombe amoureuse de... Oui, elle me seconde après. Ouais. Mireille d'Arc, on peut dire que vous êtes, le mot n'est pas trop fort, une véritable découverte de la télévision. Elle est bien. Découverte. Elle est bien, vous savez. Oui, je me souviens, Merci. je dis découverte parce que je me souviens de la Grande Bretèche et surtout de Haute-Claire. Oui. Haute-Claire qui a beaucoup fait pour vous, certainement. Énormément, oui. Mais avant ces émissions dramatiques qui vous ont mise en vedette, Eh bien, j'étais au Conservatoire de Toulon. Pigre, vous êtes méridional? Oui. Et du midi, monsieur. Et l'accent? Je l'ai perdu. Il vaut mieux, Oui, mais je peux le reprendre. Hein. par exemple. Ah non, pas là. Elle le dit. Sans le savoir, Mireille va côtoyer des membres de la future bande des Tontons. Vous avez filmé des trucs? Ah, bah, je fais que filmer. Comme Claude Mercutio, qui jouera plus tard dans Les Barbouzes, lors d'une séance de doublage. Vous avez filmé? Ah, j'ai tout filmé. Salopard. Sur le plateau, entre les prises, je tombais, je dormais. Et elle me dit, tu veux te reposer? Tu veux poser ta tête sur mes genoux?
Bon, j'avais la tête sur son ventre et sur ses cuisses et très chaud, c'était très chaud d'ailleurs, c'était très agréable. Et tous les acteurs de doublage m'en ont parlé, enfin plus de 15 ans après, certainement. On me dit, ah, toi, t'as dormi sur les cuisses de Mireille d'Arc. Mais à l'époque, on la connaissait pas, hein, bien sûr. Tous les mecs sur le plateau avaient les yeux sur elle. Parmi ces mecs, il y a son voisin, Jean Lefebvre. Il vient de se voir confier le rôle de Paul Wolfoni dans la suite de Touchez pas au Grisby, Les Tontons Flingueurs. Au même moment, un deuxième porte-flingue prévu au casting croise la route de l'actrice. J'ai rencontré Mireille d'Arc à la Gaumont. Je l'ai signé à mon contrat pour jouer dans Les Tontons Flingueurs. Et là, je rencontre Mireille d'Arc qui me demande ce que je fais là. Je lui explique. Ah, c'est vous qui allez jouer le Vincent, le petit ami de Théo. Je lui dis oui. Le compagnon de celui qui dirige la distillerie clandestine des Tontons a un petit rôle dans le film. Mais il noue une grande complicité avec toute l'équipe. Tiens, prends à la main le truc. Donc. Ça, c'est intéressant. Là, Georges Nojaroff avec Bernard Blier, Ventura en face. On joue aux cartes ou quoi? Ça joue aux cartes, oui, clairement. Ça, c'est pendant le tournage. Georges Nojaroff a gardé quelques cartouches. Et ça, c'était Des souvenirs de tournage sur lesquels Mireille d'Arc, dit-il, s'invitait parfois. Pendant le tournage, de mémoire, j'ai dû la croiser 2-3 fois. Où elle venait à l'heure du déjeuner avec tout le monde. C'était une bande de copains. Hein. C'était une fille d'une très grande gentillesse. Et particulièrement avec les plus faibles, les plus petits. Moi, j'étais un petit. Les gens, ils allaient beaucoup sur les plateaux parce qu'ils avaient un ami d'un ami, un ami d'un ami qui était là. Puis un jour, on dit, ah ben tiens, au fait, il y a Mireille d'Arc, là, la fille, là, tu te souviens, la blonde? Ah ouais, très bien, ah bah oui, bien. Ouais, ben elle serait bien pour ce rôle, voilà. En avril 1963, Georges Lautner lance le tournage des Tontons en région parisienne. Pour cette suite, les producteurs imaginaient naturellement Jean Gabin pour incarner le personnage principal. Les Tontons, au départ, avaient été écrits pour Gabin. Mais Gabin voulait imposer son équipe à Georges Lautner, ce qui était très compliqué. Georges avait son équipe et du coup, il y a eu des petites frictions et on a proposé le rôle à mon père parce que mon père était sous contrat avec la Gaumont. C'est donc Lino Ventura qui endosse le rôle de Fernand Naudin, avec toutefois quelques réserves liées à l'ambition du réalisateur de faire de ce polar sombre une comédie. Au départ, c'est vrai que papa n'était pas très chaud pour tourner les Tontons parce qu'il avait peur du ridicule. Il a toujours eu peur du ridicule. Mais bon, voilà, comme il était sous contrat, il a accepté ce rôle. Il avait peur de faire rire. Il avait peur d'être dans un film comique, de ne pas avoir du caractère, d'être parodique. Un bol d'air pour tout le monde. Avant chaque scène, Georges Lautner vérifie les axes des caméras et les déplacements des comédiens. Bon, et il repartira. Paul était parti gauche-droite, il va repartir droite-gauche. Ils vont quand même aller dans la même direction. Il va venir par là. Jusque-là, limite. Lino Ventura, lui, joue avec les nerfs du réalisateur et teste sa résistance. L'arrêt est ici, hein. Mais avec Lino, si je lui disais, vous faites 3 pas et pour cette parole, il me disait, pourquoi 3? Alors là, j'étais déconcerté. Je ne savais pas quoi lui répondre. Je ne pouvais pas lui répondre parce que le projecteur avait besoin de vous. Alors, il me disait, j'en ferai 4. Alors il en faisait 4, donc tout notre éclairage était faussé, il fallait tout recommencer. Non, il faut que Paul ait la même réaction sur Bobby. Oui, Le côté mais- interrogatif, oui, mais- Bobby qui fait. Mais il faut Et qu'il ça reste, repart. il faut qu'il reste en train de... Et on continue. En Faut suspens. pas continuer. Non, faut Non, pas non. il faut qu'il reste en suspens avec quelque chose, à mon avis, qu'il était en train de faire quoi, je ne sais pas, et qu'il reste comme ça en regardant Bobby en faisant... Mais... Bon, là, on a une grosse opération. Il faut remettre le décor. On vire la caméra, on se retourne, on part sur le coin avec Paul. Et... Oui, on va boire un coup. La tension est grande et la défiance aussi. Heureusement, Georges Lautner a un atout dans son jeu. Son plus fidèle soutien, Bernard Blier. L'acteur réussit à apprivoiser et rassurer Lino Ventura, avec qui il tourne pour la première fois. C'est une grande rencontre parce que ce sont 2 personnes de bons vivants qui aimaient la vie, qui aimaient la bouffe, qui aimaient les copains, qui aimaient l'humour. Ils avaient les mêmes affinités, les mêmes valeurs et, sur les hommes et tout ça.
Pour moi, Blier, dans le passage de Happy Birthday to You, ce que j'aime, c'est là où on voit l'immense acteur qu'il est, c'est que tout se passe dans le regard. Quand il ouvre la porte, qu'il a ce regard, qu'il change, qu'il a une espèce de demi-souris, il sait pas vraiment ce qui va lui arriver sur, sur la gueule, justement. Et c'est fabuleux. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Franchement, quand vous les aviez devant vous comme ça, et c'était une évidence. On se dit, mais quel duo! La puissance entre les deux, c'était une évidence. Une évidence. Et on n'avait qu'une envie, c'est de dire, oui, et forcément, on veut écrire pour eux. Pour ce duo, le plaisir de jouer est lié au dialogue signé par le maître. Je ne sais pas combien il en a fait avec Michel Audiard, mais une tapée. Mais moi, les dingues, je les soigne. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Mon père jouait très bien Audiard, mais il n'était pas le seul. Il y en avait d'autres. Il y avait Gabin, il y avait Lino Ventura. Mais comme ils étaient tous quand même plus ou moins des titis parisiens, ils connaissaient ce langage. Ce langage imagé, c'était pas de l'argot, c'était un langage imagé. Il n'y a rien de vulgaire dans ce que disait Audiard. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Mon père avait les qualités du grand acteur classique au service d'un truc écrit par Michel Audiard, très populaire. Donc le mélange des deux fait que les dialogues d'Audiard sortent avec la qualité de Racine. Et ça, c'est à mourir. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Audiard, quand même, s'est beaucoup inspiré des réflexions de Blier, de sa bande. De Blier, de Papa et de Gabin. Il notait tout. D'ailleurs, ils allaient presque demander des droits d'auteur. À l'affiche de cette comédie franco-italienne figure un comédien avec qui Lino Ventura ne parle pas exclusivement cinéma. L'esprit du film, c'était une rigolade ensemble. On s'amusait beaucoup, énormément. Chacun de nous regardait l'autre, puis tout à coup, on dit « que tu as mal joué, arrête toi, espèce de con ». Lino et moi, on parlait souvent de mangiare, de bouffe. Comment tu fais ça? Tu mets beaucoup de parmesan, tu mets le pecorino, tu mets ça, tu fais bouillir combien de temps? Et tout d'un coup, on était assis ici, Lino là, Lino là et moi ici. Tout d'un coup, qui est-ce qui apparaît derrière nos épaules, qui s'est penché sur nous? Bernardo, che cazzo sei venuto a fare? Che ti è venuto a faire ici? A rigoler. Piquer nos recettes de bouffe. Per sapere qu'est-ce qu'on allait manger. Il était marrant, Bernard. Bernard, Bernard, tu sais français, tu es français. On ne peut pas t'expliquer les pâtes, tu ne connais jamais. Je dis exactement, il rigolait. Mais alors, italiano, rital, tout ça, c'était drôle. C'était vraiment, c'était l'époque où ça marrait vraiment. Une scène qui va leur donner l'occasion, justement, de bien se marrer. Le décor est une petite cuisine dans laquelle on boit plus qu'on ne mange. La fameuse scène de la cuisine, c'est une scène que j'ai voulu, moi, pour que ces vieux gangsters aient eu des relations précédentes. Ce qui est capital pour le film, parce qu'à la fin, ils finissent copains. Elle n'avait pas été rédigée dans le premier scénario, alors que je l'avais demandé, et je me suis révolté. Audiard l'a faite merveilleusement et elle a eu un ton comique qu'on n'envisageait pas tellement. Allez. Non seulement elle n'était pas improvisée, mais elle était très difficile à tourner parce que on travaillait dans une cuisine minuscule. Faut reconnaître. C'est du brutal. On ne pouvait pas bouger la caméra. Alors quand j'avais le plan sur un acteur, je faisais tous les plans qui devaient être faits sur lui. Puis je passais à un autre acteur. Vous avez raison. Il est curieux, hein? J'ai connu une Polonaise qu'on prenait au petit déjeuner.
Tout était écrit. Toutes les réactions, tous les gestes, tous les places de caméra, tout était écrit. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Il n'y avait aucune improvisation. En fait, ce ne sont pas des mauvais bougres, ils sont tellement humains. Ils ont des problèmes à plus savoir qu'en faire et ils beurrent des sandwichs. Moi, je trouve ça fabuleux d'avoir mis des truands autour d'une table qui beurrent des sandwichs. J'adore le terme de sandwich. Bon, et il y a le flouze à côté, mais à la limite, le flouze est accessoire, on l'oublie, le flouze. Ce sont les sandwichs et les souvenirs. À ce stade, ni lui ni les comédiens n'ont conscience d'avoir tourné un film qui deviendra culte. On avait la trouille que les tontons flinguants ne marchent pas. On n'avait pas un bon jugement, mais le film avait coûté assez cher et on s'est débrouillé pour faire un film derrière beaucoup moins cher. Et le producteur m'envoie une créature que je n'oublierai jamais. Et c'est Mireille qui est arrivée dans ma salle de montage quand je montais les tontons flingueurs, mais je ne connaissais pas sa carrière. On a parlé un peu de ce qu'elle avait fait. Elle n'avait pas fait grand-chose. Elle a fait la Grande Bretèche, enfin des trucs comme ça. Elle m'a plu, elle m'a donné envie d'écrire des trucs. Et elle m'a dit qu'elle partait en vacances. Et à ce moment-là, j'ai eu une de ces envies de partir en vacances avec elle. C'était formidable. Mais elle est partie en vacances sans moi. Et elle est revenue, on a tourné ensemble. Et je ne m'étais pas trompé. Georges Lautner tient parole. Dans son prochain film, Des pissenlits par la racine, il confie un rôle à Mireille Darc, qui fait ainsi connaissance avec la bande des tontons. Faudrait parler du film, Mireille Darc. Non, mais ça, je laisse Georges Lautner en parler. Ah, parce qu'il est là. Elle a dit. Monsieur Lautner, ne prêtez pas au cinéma français des mœurs cruelles qu'il n'a pas. Mais non, mais c'est parce que j'ai peur qu'elle dise des choses qu'il ne faut pas dire sur le film. Bien, le film est un film qui est fait pour distraire, c'est un film comique, avec une interprétation comique et un sujet comique. Est-ce que vous vous êtes l'un et l'autre beaucoup amusés en France? Oh oui, alors. Oui, il faut bien le reconnaître, mais enfin, c'était pas là notre but. Notre but, c'est d'amuser le spectateur, malgré tout. Eh bien, attendons d'en voir les effets. Merci l'un et l'autre d'être venus à notre rendez-vous. Merci. C'est la première fois que Lautner, qui avait déjà sa bande, accueille un personnage féminin, enfin, en tout cas une actrice qui va rester, qui va rentrer dans sa famille. C'est la première fois que Michel Audiard aussi donne des dialogues à Mireille Darc. Oh, je reconnais la malle, il n'y a qu'à la suite. Oh, joli talent d'observation. Mireille incarne Rocky Labraise. Bon, bah alors, qui c'est qui appuie là-bas? C'est vous deux et plutôt fort et j'aimerais que ça cesse, hein. Oh là là là. Bon, bah alors, on y va ou on n'y va pas au 7e? Mon souvenir, c'est un frôlement de fesses délicieux. Parce que j'avais une scène dans un ascenseur extrêmement serré. Je suis comme ça, j'ai l'air le petit innocent, mais j'avais mis la main au cul à Mireille Darc au passage. Et il fallait que ce soit sincère. Ce le fut. Joe, il y a un monsieur qui fait rien que me tripoter. Les paluches dans les fouilles, hein, je le répéterai pas. Mademoiselle est accompagnée. Elle est mutine, là, elle s'amuse. Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas dupe, c'est ça qui est beau. C'est qu'il y a des filles qui sont au premier degré quand elles se font la belle. On dit déjà, elle est charmante. On dit pas, ah, quelle pétasse. Vous voyez la différence? Alors qu'il y a plein de jeunes femmes de l'époque qui joueraient ce rôle-là, on dira, waouh, la pétasse. En collaborant avec Georges Lautner, Mireille Darc se frotte aussi à l'univers de Michel Audiard. Il représentait le bon vivant, il représentait cet humour, le ton, la gouaille, un truc vraiment les pieds sur terre, quoi. Et c'est ça aussi, Mireille. C'est pas une princesse qui a peur de se piquer les fesses, quoi. C'est Georges Lautner qui me l'a présenté. Et à ce moment-là, il m'a dit « Oh, j'ai trouvé une blonde marrante, tu vas voir, elle parle un peu comme toi dans la vie, ça va te faire marrer. » Moi, je suis pas un titi parisien. Jamais j'ai été un titi parisien. Donc, j'allais pas le jouer à l'art et j'allais pas lui faire ça. Je lui dis les choses
le plus simplement du monde, hein. Mais en même temps, ça donne une poésie au personnage qu'il aime bien. Je comprends que je l'intéresse à cause de ça. Bon, ben voilà autre chose. Oui, forcément, charge maximum 3 personnes, alors on est 4 là. 5. On est 5. Il est là. Toujours là. Ne quitte pas d'un poil. Un bon mouvement, Seigneur. Moi, c'est un copain, Mireille. Je peux pas dire que je considère Mireille comme une bonne femme. Un copain qui partage avec le dialoguiste le goût de la boxe. La boxe aujourd'hui, il faut bien dire que c'est pas très passionnant. Quand on a vu boxer Robinson ou Marcel Cerdan, on prend quand même un coup de nostalgie. Enfin, faut bien faire quelque chose le lundi soir, puis ça défoule la mère d'Arc. Il doit aimer les coups. Elle était tellement belle, tellement charmante, tellement souriante que tout semblait couler d'évidence, quoi. On voyait bien que Lautner l'aimait beaucoup, tout le monde l'aimait beaucoup. Elle avait vraiment conscience du charme qu'elle avait. Mireille, elle était avec Lautner, puis elle tournait avec lui. Et à un moment, quand elle voyait un beau mec, disons, elle s'agitait comme ça, elle s'amusait à faire semblant de les séduire. Et Lautner, il était au premier degré. Alors là, il comprenait. Mireille! Et elle le faisait pour le faire chier, peut-être. Enfin, je veux dire. Contrairement à des filles qui ne faisaient pas toute l'unanimité, il y en a un paquet qui ne faisaient pas l'unanimité. Mireille d'Arc faisait l'unanimité. Et comment l'expliquer, ça? Comment l'expliquer? Comment l'expliquer que je te trouve sympathique alors que tu n'as pas une tête particulièrement sympathique? Ça ne s'explique pas, ça. Tu as de ces questions, dis donc. T'es sûr que t'es journaliste? Il est évident que dès ce film-là, Georges Lautner a vraiment eu envie de lui donner une place importante. Alors, quand il s'agit de tourner la suite des Tontons Flingueurs qui ont cartonné en salle, le réalisateur a forcément un rôle pour sa petite protégée. Dans Les Barbouzes, Mireille d'Arc saura-t-elle cette fois encore se faire adopter par les tontons? Quoi? Comment? Qu'est-ce que tu dis? Bon, oui, d'accord, je reviens. Une minute, on me demande. Je me présente, je suis, comme vous le voyez, l'abbé Caffarelli. Je ne suis pas plus abbé que vous et moi. En réalité, je suis une barbouze, redoutable, chargée de défendre les intérêts des banques suisses et, à l'occasion, ceux du Vatican. Je vous remercie. Vous êtes Barbouze? Oui, une fois de plus. Et votre nom dans le film? L'agneau. Que ce soit Francis Blanche, oubliez qu'il n'y avait pas des caractères faciles. Hein. C'était des teigneux. Bon, Ventura était un brave type. Pas un type faible, hein. Si on l'emmerdait, il cognait. Je ne peux pas dire davantage. Chut, secret d'État. Mais rendez-vous à vous tous sur les écrans impérialistes pour voir Les Barbouzes de Georges Lautnerovski. Cette fois, Mireille tient un rôle central dans le film. Celui d'une veuve d'un riche marchand d'armes qui détient des secrets industriels que toutes les barbouzes veulent récupérer. C'est un rôle comique, parce que je joue beaucoup de rôles comiques, mais pour une fois, c'est un rôle d'autorité. Elle dirige, elle commande, elle donne des ordres. Et quand on a affaire à Lino Ventura, à des gars comme Jean Lefebvre, c'est amusant de les commander. Admettons que vous n'êtes pas mon cousin. Je ne pense pas non plus que vous soyez à proprement parler un gangster. Ah, ma honte. Alors vous êtes quoi? Barbouze. Pardon? Agent secret. Enfin, secret. Jusqu'à maintenant. Vous voulez dire un espion. Un contre-espion. Et les autres aussi? Entourée de Lino Ventura, Bernard Blier, Francis Blanche, tous impressionnants, la jeune comédienne doit faire ses preuves, gagner leur confiance et s'imposer. Au début de l'année 2016, elle revenait sur cette expérience dans l'un de ses derniers entretiens. J'avais l'idée de l'interviewer pour Schnock, pour faire la couve. Elle est face à nous, comme ça, nous on est là, on a un dictaphone. Ouais, c'est bon. Je vais me permettre de... Sur votre écharpe, si vous voulez. Je rencontre toute cette bande. C'était pas des tendres, hein, c'était pas des faciles. D'abord, ils sont exigeants.
Ils vont pas vous accepter si vous n'êtes pas au taquet. Mais c'était pas difficile non plus d'être bien avec eux, parce qu'il suffisait d'être à sa place, de s'intéresser à eux. Ils étaient intéressants, donc c'était pas très compliqué. Ah, il fallait apprendre, il fallait grandir, il fallait petit à petit compenser ces manques qu'il y avait eu dans la jeunesse. Donc c'était lire, c'était écouter les autres, c'était aller au théâtre. Il vous méprise à la minute où vous vous comportez comme une femme qui a besoin qu'on s'occupe d'elle. Tu peux me prendre ça, tu peux me ramener ça. Je leur ai jamais demandé ça. Bon, c'est une femme très belle, mais c'était pas quelqu'un qui minaudait. C'était pas quelqu'un qui se laissait marcher sur les pieds. C'est ce qui a plu à ces gars. Une fois, elle m'a dit que, bon, évidemment, quand elle est rentrée dans la bande, ils l'ont un peu cherchée, ils l'ont un peu provoquée. Elle a déjoué tous ces pièges et en fait, elle s'est imposée comme un pote de la bande. On a du mal à imaginer cette bande de machistes, entre guillemets. Oui, de machistes, oui. Ils m'ont beaucoup respectée parce qu'ils ont compris aussi que je savais très bien où je voulais aller. Moi, j'arrivais à l'heure, je savais mon texte, je me plaignais jamais. Donc, j'avais le comportement d'un mec pour eux. C'est quelqu'un qui va jouer autrement la relation entre hommes et femmes et qui est très en avance sur tout ça et qui est presque une copine. C'est une manière d'exploser tous les lieux où on voudrait objectiver la femme, où on voudrait la mettre dans un lieu pas amusant. C'est elle qui décidait où on l'emmenait. Et quand on était dans le midi, j'allais pas dîner avec eux parce que j'avais envie d'aller danser. Ils allaient à la Colombe. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille foutre un week-end à la Colombe? C'est quoi la Colombe? La Colombe d'Or. Vous connaissez pas la Colombe d'Or? Connard. C'est un hôtel sublime où allaient Montand et Signoret. Moi, je trouve que c'est un endroit de vieux. Donc, je suis indépendante, je reste pas derrière eux. Ça aussi, ça les étonne. Il y a un truc intéressant, enfin, en dehors du passage sur la Colombe d'Or, c'est je connais mon texte. Et elle a fait le conservatoire, donc elle a une technique de comédienne que n'ont pas beaucoup de comédiennes de l'époque. C'est quelque chose qui les exaspérait au plus haut point quand les comédiens ou les comédiennes avec qui ils jouaient ne connaissaient pas leur texte. Mireille d'Arc va prouver à l'un de ses partenaires qu'elle est une bonne comédienne, y compris en marge du tournage. Sa victime, Francis Blanche. Sur le tournage des Barbouzes, il s'inquiète parfois de la voir triste. Elle lui confie de ne pas connaître son véritable père et lui montre l'unique photo qu'elle possède de lui. Francis Blanche blêmit, il se reconnaît sur le cliché. Fou rire général, le canular monté avec le reste de la bande a fonctionné. Véronique de Villèle, l'assistante de Mireille pendant de longues années, a été le témoin de ses bonnes relations avec toute cette bande. Elle avait bien sa place parce qu'elle avait quand même énormément de personnalité avec son air de ne pas y toucher, d'être bien grande et bien gentille. Quand elle se retrouvait avec tous ces garçons, elle était comme eux. Elle était absolument comme eux, elle gérait comme eux. Ils disaient un truc, elle les reprenait, etc. Mais j'ai des souvenirs incroyables. Elle était avec Lino Ventura comme elle était dans la vie, alors que c'était quand même impressionnant d'être en face de Lino Ventura. Lino me touchait par sa douceur. À la minute où on regarde sourire Lino, on fond. J'ai eu de très 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 jolies relations avec Lino parce qu'on a beaucoup ri, on a beaucoup souri aussi. On a eu une grande complicité ensemble. La complicité partagée avec Lino Ventura n'empêche pas la grande pudeur du comédien, notamment lorsqu'il s'agit de tourner une séquence particulière des Barbouzes. Alors, ils avaient une scène d'amour à faire. Elle était nue dans un lit. Et quand Lino est venu, il ne s'est pas déshabillé. Et j'ai demandé à Audiard de faire un texte spécial. Et ils se sont dit des choses qui n'étaient pas dans le scénario et qui étaient très jolies. Dis, maintenant qu'on ne se ment plus, tu veux bien que je te pose une question? Ben oui. Est-ce que tu es marié? Bien sûr que non, voyons. Dans mon métier, mon petit lapin, c'est pas possible. Il n'aimait pas ça du tout, du tout, du tout. Donc, moi, je me retrouvais nue dans un lit et lui habillé. Et je le regardais, je lui disais, mais tu sais, c'est plus vicieux d'être habillé en face de moi que si tu étais dans le lit, simplement à côté de moi. Et bien sûr, je l'énervais et en même temps, ça nous rapprochait beaucoup.
Je suis farouchement contre. Je suis peut-être un rustre et un rétrograde. Mais à l'heure actuelle, nous sommes dans une époque où le génie réside dans la sexualité. Bon, moi, je suis très indisposé. Parce que la plupart croient d'abord faire de l'érotisme alors qu'ils ne font que du porno. Il avait des principes dans la vie, il avait un règlement par rapport à ses enfants, par rapport à sa famille, au moins à cette époque-là. Parce que ses enfants n'auraient pas dû voir ça. Quand c'est pas le bateau, c'est l'avion, toujours les valises. Un jour à Bornéo, un jour à Shanghai, un baiser de Russie, un banco à Bangkok, une mission par-ci. Une fille par là. Mais dis donc pas de bêtises, voyons. Avec ce film, Mireille d'Arc réussit un triple pari. Devenir une comédienne à part entière, se faire connaître du grand public et intégrer définitivement cette bande de bonshommes. C'est son charisme qui a fait que les mecs ne résistaient pas. Ils se disaient, bah, elle est formidable en plus. Elle a des scènes difficiles à jouer. Elle était bien quasiment dès le départ, Mireille. Dans Les Barbouzes, c'était un rôle qu'il a révélé. Il en reste un à convaincre. Le plus difficile sans aucun doute. Le patriarche des tontons, Jean Gabin. Dans Monsieur, elle est son ex-femme de chambre, tombée dans la galanterie. Envoyez. Cette scène n'a pas une importance capitale dans le film. Et pourtant, avec quelle attention Jean Gabin se concentre. Oui. Après tant de films à succès, quelle leçon de conscience professionnelle. Bon, on tourne. Attention. Quand vous voudrez, Jean. Mais mon enfant, c'est exactement la voiture qui convient au butler que je suis censé être. Dites donc, d'abord, vous ne fumerez pas pendant votre service. Bien, monsieur. Papa, Bien, papa. combien de fois faudra-t-il que je vous le répète? Te le répéter. Vous voyez, vous aussi, vous vous trompez. Moi, c'est pas le tu qui accroche, c'est le papa. Oui, mais un papa ou pas papa, ça doit être par là. J'étais très impressionnée, mais c'est vrai que je roulais quand même des fesses devant lui. De temps en temps, il se marrait, il disait « Gare tes miches, la môme » ou un truc comme ça, parce que j'en faisais certainement un petit peu beaucoup en dehors du tournage. C'est-à-dire que je devais passer un petit peu frétillante. Au début, je me suis rendu compte qu'on m'aimait bien aussi pour ma dégaine, la manière de me déplacer, donc j'en ai usé de ça aussi. Le physique de Mireille d'Arc est quelque chose de très important. On est dans une France où les actrices ont effectivement des courbes. Là, tout d'un coup, on arrive avec un physique très, très atypique. C'est une actrice relativement filiforme, grande, très mince. Et surtout, elle va très vite adopter cette fameuse coupe de cheveux, qui est la coupe de Louis Brooks, voilà. Mais au lieu d'avoir les cheveux noirs, les cheveux blonds. La comédienne s'est inspirée de Louise Brooks, une actrice de films muets des années 20. L'une des chefs de file des Flappers, ces jeunes américaines émancipées qui firent lever quelques sourcils au temps de la prohibition. Jupe courte et coupe au carré, alcool et cigarettes, elles étaient les bad girls des années folles. Elle était folle de Bardot, Marilyn, Gennaro, et elle a eu l'intelligence de construire un personnage plus proche des Flappers, effectivement, qui lui appartienne, elle, et dans lequel elle puisse se retrouver et imposer sa sensualité, sa sexualité, sa féminité. Donc un personnage, effectivement, assez masculin, qui fume, qui est la bonne copine des hommes, et qui est totalement différente, en tout cas dans la construction de séduction, de ces bombes atomiques qui étaient des Bardot ou des Marilyn Monroe. Tout ça paraît très simple, très banal, mais dans la France des années 60, ça n'a rien de simple et de banal. Jusqu'en 1968, quand on va au lycée jusqu'à la terminale, une jeune fille doit avoir les cheveux longs, elle n'a pas le droit d'avoir les cheveux courts, elle n'a pas le droit d'être maquillée, et la blouse est obligatoire. Les filles, il n'y avait pas de jeans. Marilyn, tout ça, quand elle portait des jeans de mec. Hein. Moi, je me souviens, je cherchais des pantalons, j'en trouvais jamais. Donc, c'est vrai que j'ai été souvent m'habiller chez les jeunes gens,
parce que j'étais très très mince, pour arriver à porter des pantalons. C'est cette silhouette qui va inspirer au dessinateur Johann Sfar un personnage de BD ressemblant à Mireille d'Arc. Mireille d'Arc, il y a la synthèse de plusieurs choses. Un maquillage presque anglais 60s à la Twiggy, une peinture à la Van Dongen, donc c'est ces très grandes filles longilignes et tout ça. Et il y a presque, et ça c'est marrant, je ne l'ai jamais entendu, il y a presque un dessin de Cabu. On dit la grande sauterelle, mais c'est aussi le grand duduche, c'est-à-dire qu'elle joue à être complètement androgyne, elle joue à faire des trucs d'étudiants un peu à la ramasse comme Cabu peut dessiner. Donc c'est un Cabu dont on serait amoureux. Voilà. Malgré tout, la copine des tontons est restée le faire-valoir d'acteur confirmé et cette image commence à l'ennuyer. Elle rêve que Lautner et Audiard lui écrivent un rôle plus émancipé, un film dont elle serait l'héroïne. On veut toujours mettre dans des cases. Au cinéma, tu fais un truc, bam, ensuite on te fait faire 10 fois la même chose. Quand tu fais une nymphomane, après on te propose 10 nymphomanes. Quand tu fais une femme un peu plus sérieuse, on te propose des femmes plus sérieuses. Quoique... Avec les qualités qu'elle avait, quelquefois quand elle avait des moments privilégiés dans des films où elle parlait pas forcément, mais où elle avait des sentiments exprimés, je me suis dit, mais elle aurait pu jouer des rôles extrêmement riches et touchants. Et au lieu de ça, elle jouait la brave petite pupute, quoi. Si elle n'avait pas été bien foutue, on ne l'aurait pas montrée à poil. Elle était belle, elle nous plaisait, on avait envie que les autres le sachent. Elle est devenue une vedette telle qu'on la montrait. On n'allait pas casser ça. Mireille, elle, a bien l'intention de ne pas se laisser enfermer. Elle a trouvé un personnage dans une histoire qui, au départ, était un livre. Galia, c'est elle. Je découvre un scénario qui avait été écrit pour Brigitte Bardot. Je le donne à Georges, qui le lit très vite. Je commence à lui parler du personnage, pas complètement celui qui est écrit, mais celui qu'on a fait, c'est-à-dire un nana qui s'assume peut-être plus que le film au départ le demandait. Il me dit « Ok, c'est formidable ». Galia, c'était la femme telle qu'elle avait envie d'être, telle qu'elle rêvait d'être. Quand vous êtes mariés, il vous aimait? Au début, oui. Puis c'est détaché. Pourquoi? Vous êtes frigide? Non. Vous saute de temps en temps? Tu crois que j'excite plus? Ça arrive. Et il cavale un peu partout? Bien sûr, il ne faut pas divorcer. Non. Préférez vous enrhumer? C'était un langage nouveau. Jamais avant, les femmes de Gabin, pensez bien, toutes bien, machin. Jamais on n'aurait osé prêter à une femme tel genre de dialogue. C'est une chose toute nouvelle. C'est un électron libre qui dit à une autre femme, moi je suis comme ça, pourquoi vous l'êtes pas, vous? Ce que je trouve beau, voilà, c'est quand on assume qu'on est belle. C'est un peu de Jane Fonda aussi, tu vois, toutes ces femmes disent oui, je suis belle. Ce que je veux dire, c'est qu'elles ont une arrogance et elles sont conscientes de ça et elles sont intelligentes et elles vont s'en servir et en même temps mettre une petite taloche derrière, dire je suis belle, mais je suis pas que ça, tu vois. À Étretat, on m'emmenait danser au casino. Ici, on me demande mon numéro de téléphone. C'est plus direct. J'ai pas le téléphone. Mais j'ai un studio formidable sous les toits près de Notre-Dame. Je ne suis pas vilaine. Je peux sortir et coucher tout de suite avec le premier homme qui me plaît. Ne suis-je pas comblée? Mireille voulait être cette femme libre, ancrée dans la société moderne de l'époque en tout cas, qui n'a besoin de personne, puisqu'elle travaille, puisqu'elle gagne son argent, et donc elle est totalement libre de tout. Et elle était comme ça dans la vie. Il y avait toute une mythologie de la femme qui a été faite par Brigitte, du reste, en partie. Quand Brigitte interprétait des rôles, mettons, à l'écran, c'était toujours une fille libre, mais elle était ou entretenue. Elle n'était jamais indépendante. Et moi, j'avais envie de représenter une fille qui était libre, mais qui était responsable d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle travaillait, elle ne dépendait de personne. Ah, excellent. Excellent. Ni d'une morale, ni d'une religion. Et c'est ça qui m'intéressait de représenter auprès des jeunes.
Ah, c'est excellent. C'est exactement ça. Indépendante et pas une image projetée de la liberté, mais en fait, c'est dans un carcan, quoi. C'est-à-dire libre, indépendante, de ses choix, de si elle a envie ou pas de coucher avec des garçons et pas dans l'image, la morale, l'argent. C'est super fort. Vous ressembliez vous-même à Galia à cette époque? Ah oui, tout à fait. Je pensais, si vous voulez, à cette époque, qu'un homme faisait sa vie de garçon et je ne voyais pas pourquoi une fille ne pouvait pas faire sa vie de garçon de la même façon. Lors de sa sortie en salle, la femme qui s'assume éparpille James Bond façon puzzle. Galia devance l'agent secret britannique et son opération Tonnerre en tête du box-office parisien depuis 1 mois et demi. La presse loue cette ravissante ogresse qui finit par tomber amoureuse comme une simple bourgeoise. Mireille d'Arc est franchement sublime. Un tel miracle se produit tous les 20 ans. Génial. Galia est une scandaleuse aux yeux de la censure. Elle vit librement comme un garçon, une jeune femme de demain. Bah oui, bah voilà. Mais c'est ça, elle est complètement en avance de son temps. Et elle revendique, tu sens dans sa façon de jouer qu'elle revendique ça. En ce sens, je pense qu'elle est extrêmement avant-gardiste. C'est elle qui a composé son personnage. C'est pas donné à toutes les comédiennes. Très peu ont réussi. Brigitte Bardot a réussi dans son genre, et Dieu créa la femme. Mireille a eu Galia, elle a eu son Lautner. Et je pense qu'elle restera à ce titre un personnage emblématique de la modernité sexuelle, de la libération. Le film Galia, qui a été un film sur l'émancipation de la femme, ça a été un truc incroyable pour Mireille, la femme la plus sexy du monde. Ça a été l'explosion de sa carrière. Tout le monde voulait ressembler à Galia. Toutes les femmes jeunes voulaient ressembler à Mireille. Elle avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, des taches de rousseur dans Galia. C'était des fausses taches qu'elle faisait dans son maquillage. Toutes les femmes, les filles, moi y compris, on faisait nos taches de rousseur le matin quand on faisait un peu de make-up. Ce premier grand rôle marque un vrai tournant dans sa carrière. Il l'élève au rang de star, une sorte de nouvelle Bardot est née. Son producteur lui décroche le Graal, Hollywood, une information qui n'enchante pas vraiment les tontons. Elle devait partir, soi-disant faire un film à Los Angeles. On était contre le fait qu'elle aille ailleurs. On était contre le fait qu'elle travaillait avec d'autres que nous. Mais elle faisait ce qu'elle voulait, elle avait sa liberté. Là, elle partait avec un producteur français. Bah, c'était pas Orson Welles, hein, parce que les actrices qui sont parties aux États-Unis, elles ont fait de la merde. Et elles ont été foutues. Nous, on était tristes de la voir partir. On s'est dit, qu'est-ce qu'elle va aller foutre dans ce pays? Et puis, au dernier moment, elle a eu la même réaction que nous. Elle a compris que c'était de la connerie et elle n'est pas partie. Finalement, elle a préféré rester avec la petite bande de copains plutôt que d'aller à Los Angeles devenir qui? Alors que nous, on se battait pour qu'elle devienne quelque chose ici. Et j'étais fou de joie qu'elle ne parte pas et qu'elle reste avec nous. Mireille d'Arc a-t-elle eu peur de perdre tout ce qu'elle avait construit? En tout cas, elle renonce à partir. Elle retrouve Audiard, Lautner, Ventura et Lefebvre dans Ne nous fâchons pas. Ensuite, viendra le rôle de la grande sauterelle. Il la protégeait, il la cernait, il la voulait que pour eux, et en ce sens, ils ont fait en sorte qu'elle ne puisse pas s'échapper. Michel écrivait film sur film pour elle, et Georges Lautner était fasciné en quelque sorte par cette grande sauterelle. C'est rien de mieux pour un metteur en scène que d'avoir envie de tourner avec quelqu'un qui représente tout ce qu'il aime. Il n'avait pas envie que d'autres metteurs en scène détruisent le travail qu'il s'était forcé de faire pour faire d'elle une vedette. Il n'avait pas envie qu'elle tourne dans de mauvais films. Il n'avait pas du tout envie qu'on se serve d'elle. Et il n'avait pas envie qu'on la détruise. Donc Mireille, elle avait cette intelligence de savoir rallier les deux amis, Michel Audiard
et Georges Lautner. Elle avait cette présence d'esprit qui faisait qu'elle savait les faire rire, elle savait les amuser. Dites-moi, Mireille d'Arc, puisque vous passez par là, puis-je vous poser une question indiscrète? Je vous en prie, monsieur. La grande sauterelle, serait-ce vous? Oui, et alors? C'est curieux comme les gens évoluent, parce que quand je vous ai connue il y a 3 ans, vous étiez moins bêcheuse. Vous tourniez des films qui s'appelaient Les Pissenlits par la Racine, Les Tontons Flingueurs, Les Barbouzes. Oui. Que vous deveniez une star, Lautner et moi, ça nous intéresse beaucoup pour une question de casse-croûte. Mais ça se constate même dans les journaux, parce que maintenant, il y a tout de même des pages entières sur Mireille d'Arc, je n'en veux qu'un exemple. D'ailleurs, je m'excuse de vous le dire, cher ami, mais dans vos articles, tu bidonnes comme c'est pas permis, parce qu'on lit quand même des choses curieuses. J'étais tellement laide autrefois, maigre, dégingandée, osseuse, que je n'osais pas me déshabiller sur les plages. C'est vrai. À cause de ce complexe, je n'avais pas appris à nager. Je ne sais nager que depuis cet été. Alors nous, je sais pas, mais dans la bande, on a l'impression que tu sais nager depuis un peu plus de temps que ça. En 1968, dans ce même magazine où Mireille d'Arc a choisi de poser nue, le dialoguiste adresse à la comédienne une lettre d'amour à sa manière. Dis donc, ma jolie, par Michel Audiard. Je la découvre avec vous, hein. Dis donc, ma jolie, quand je te vois jucher en bouchon de radiateur sur le capot d'une Rolls, tu penses si je me marre? Quand je lis dans la presse que tu es maintenant une vedette internationale sous prétexte que tu tournes avec des Américains, tu penses si je me marre. Ta voiture, dans la vie d'ailleurs, tu ne dis pas ma voiture, tu dis ma tire ou ma caisse, jamais ma voiture. À mon époque, elle disait la voiture. Ta tire, c'est la petite mini-moque blanche dans laquelle je te revois volontiers, celle où j'ai appris à conduire. Telle qu'en toi-même. Moi, j'étais à vélo, tu comprends? La mini-moque, le vélo, c'est nos trucs. Itou pour la vedette internationale. Tu ne le seras jamais, tu vaux mieux. Allez, Darc. Allez, viens. Allez, ma chérie, allez. Comme dans la vie. C'est bien. Une vedette, comme tu dis, qu'est-ce que c'est? C'est la mère Taylor, elle est grosse, elle parle faux, personne t'en aperçoit. Toi, si tu dis un seul mot de travers, on te tombe dessus. Et on a raison. Tu dois jouer juste. Tu dois parler juste, tu dois être mince, tu dois être excitante. Parce que tu es Mireille d'Arc et que tu ne seras jamais une Taylor. Quand il avait ce jeu avec Mireille, c'était jamais vrai. C'était de l'humour. Il lui disait « Allez, viens, pétasse !» Comment vous dites ça à quelqu'un? Mais il l'appelait comme ça. Et c'était évidemment sans aucune méchanceté ou arrière-pensée. Il adorait Mireille. Hein. Mireille d'Arc, quand Michel Audiard vous dit vos 4 vérités dans un journal, comment vous sentez-vous? Très bien. J'aime bien. Parce qu'il est dit avec beaucoup de tendresse, beaucoup de gentillesse. Mais c'est un petit peu dur à encaisser quand même. Pas du tout. Il dit tu n'es pas Liz Taylor, tu ne seras jamais Liz Taylor, mais tu es Mireille d'Arc. C'est plutôt un compliment. Oui. Ça veut dire que je ne copie pas ni Liz Taylor ni les autres. Il reconnaît ce qu'elle devient. C'est ça qui est bien. Il note qu'elle n'est plus la petite qu'il a connue, mais qu'elle est devenue une autre, une grande. C'est bien, monsieur Audiard. On voit que ça marche pour moi. Hein, je vois que je deviens une vedette parce qu'on commence à me soigner. Hein, et tu vas nous rire au plat. Tiens, viens t'asseoir là. Le cinéma, c'est quand même pas la mauvaise vie. Non, hein. Mireille d'Arc s'amuse toujours bien avec sa bande. Mais elle se verrait bien portée par une nouvelle vague vers un autre cinéma. Je commence à m'ennuyer un peu avec eux. En même temps, je les aime profondément, hein, c'est pas ça. Mais j'ai envie d'avoir un rôle plus différent, voilà. Donc, j'ai un producteur qui a des contrats avec moi et je lui dis j'aimerais bien faire un film avec Godard. Brigitte Bardot, à qui on a imposé cette image, enfin qui a été enfermée dans cette image, qu'est-ce qu'elle fait tout à coup du jour au lendemain? Elle casse tout ça et elle dit terminé, c'est fini, comme une espèce de contre-pied. Mireille, elle est beaucoup plus fine que ça. Elle a cette intelligence de se dire bon bah moi, on m'enfermera pas là-dedans. C'est quelqu'un qui n'est jamais resté dans les cases qu'on lui proposait, qui a pris des risques, quitte à casser une image qui était déjà en place. Une femme qui savait se réinventer. En voulant se réinventer, l'actrice a conscience de renier son passé et de s'éloigner des tontons. D'autant que la nouvelle vague ne cesse de détruire leurs films,
ce cinéma dit de papa. Il ne faut pas oublier que Audiard s'est fait conspuer par la presse entière pendant des années. On traitait d'écrivains vulgaires, de dialoguistes vulgaires. Moi, j'avais fait 20-22 films. Bon, je vivotais comme ça, personne n'en parlait tellement, et c'était pas plus mal d'ailleurs. Et puis, un jour, patatrac, il y a 2-3 étourdis qui m'ont pris dans le collimateur. Et appelons ça de la nouvelle vague, si on veut, et ils m'ont pris à partie à propos de tous des films que je faisais, de ceux que je faisais pas. Enfin, ils n'ont pas arrêté de parler de moi. Enfin, le thème, si vous voulez, c'était les bassesses de M. Audiard attirent le gros public. En quoi vous réclamez-vous de la nouvelle vague? Je lui dois beaucoup. On a tous connu, à ce moment-là, des jeunes gens qui voulaient refaire le cinéma et qui pensaient beaucoup. Ils pensaient énormément et c'était leur principale occupation. On a vraiment l'impression qu'actuellement, il y a en France au moins deux grandes méthodes de tournage. La sienne et celle d'un Lelouch, par exemple, sans parler de Godard. Pourquoi Lelouch? C'est pas commercial? Ah, c'est une question que je peux vous poser aussi. Je ne sais pas ce que vous entendez par commercial. Il faudra d'abord la définir une bonne fois pour toutes. C'est fait pour quoi, le cinéma? Pour que ça marche. Pour être vendu, oui. Ah, alors c'est commercial. Oui, mais c'est un point de vue. Ceux qui prétendent ne pas faire du commercial, voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, exactement? Qu'ils me le disent. De l'art. Ah, de l'art. Alors là, moi, je m'excuse, mais j'en suis pas là. Mireille veut être dirigée par Jean-Luc Godard, le réalisateur des chefs-d'œuvre à bout de souffle et Pierrot le Fou. La rencontre de l'icône et de l'iconoclaste est organisée par le producteur Raymond Danon. Je pense qu'elle devait lui faire part de son envie d'autre chose, mais toutes les comédiennes passent un petit peu par là. Quand on est dans la comédie, on a envie d'aller Godard. C'était le rêve pour toutes les actrices. Godard, moi c'est vrai que j'aurais adoré tourner avec Godard. Le truc c'est qu'il faut... C'est une histoire d'amour, le cinéma. Il faut qu'un réalisateur ou une réalisatrice tombe en amour avec nous, d'une certaine façon. Godard me dit, écoutez, vous êtes tout ce que je n'aime pas, donc si vous voulez, on peut faire un film ensemble, mais disons que moi, je ne le fais pas rêver, je ne suis pas son genre de femme, donc il ne va pas me rendre plus intéressante que ce qu'il trouve. Jean-Luc Godard n'a que du mépris pour Mireille d'Arc. Mais il cherche un personnage antipathique pour son prochain film. Il lui offre le rôle d'une Parisienne futile dans Week-end, une satire qui se moque des bourgeois et des intellectuels. Silence, s'il vous plaît. Moteur. Annonce. C'est là où un fil. Qui a attaqué le premier, Israël ou l'Égypte? C'est le compte égyptien, n'est-ce pas, Roland? Pauvre ignorant. Un an après Gallia, Mireille d'Arc et Corinne, la femme de Jean-Yann, dans ce road movie cauchemardesque où elle slalome entre les rencontres bizarres et les accidents de bagnole. Là, on quittait la bande de copains de Georges Lautner, mais c'était Godard. Elle m'a dit, je crois que ça va être très compliqué parce qu'il n'est pas facile. Moi, j'en voulais pas du tout à Godard, qui m'aime pas. Je me disais, c'est moi qui ai envie de tourner avec lui, c'est pas lui, donc ok, d'accord, il fait quand même le film avec moi. J'ai été plutôt contente, hein. Moteur. Annonce. Il y avait des soirs, je dansais presque en me disant, ça y est, je découvre un autre cinéma, je découvre une autre manière de tourner. Je découvrais les plans séquences, ce que je n'avais jamais fait de ma vie. Je ne crois pas que Godard, c'était quelque chose pour elle. C'était pas possible qu'il la reconnaisse vraiment. Godard, c'est chercher tout ce qui ne va pas chez l'être. Et Mireille, c'est le contraire, c'est regarder qu'est-ce qu'un être peut devenir de plus beau. Donc ils sont, pour moi, dans un monde inverse. Godard, j'étais un objet. Mais c'était assez amusant à un certain stade d'être vraiment un objet, enfin, puis de ne pas avoir aucune responsabilité de rien. Et de ne pas avoir droit au chapitre de discussion, rien. C'est-à-dire vraiment, vous êtes là et on se sert de vous comme ça.
Faut être un peu masochiste. Quand elle a tourné Week-end de Godard, elle n'avait pas peur de dire à Lautner c'est merveilleux, Godard me jette dans la boue, m'invective, m'injurie. Et pour un acteur, c'était formidable de se trouver comme ça, confronté d'une manière violente à un metteur en scène qui savait ce qu'il voulait apparemment dans le drame. Comment peut-on tourner à la fois avec Lautner et Godard? C'est tellement curieux. C'est-à-dire que j'ai eu envie de tourner avec Godard parce que j'avais fait 5 films avec Lautner. C'est pas méchant ce que je dis là, parce que avec Lautner, j'avais l'impression que j'avais donné tout ce que j'avais à donner, parce qu'il me demandait une grande part de moi-même, une grande part de spontanéité, d'interprétation, enfin de moi. Le temps d'un week-end, et puis plus rien. Ni Godard, ni Truffaut, ni Chabrol, Mireille d'Arc ne sera jamais une égérie de la nouvelle vague. Elle a été tellement connue comme actrice populaire que ça a effacé peut-être cette fille et sa recherche et sa finesse et son regard. On a tendance souvent à oublier qu'elle commence à la fois par des cours de théâtre, puis par des dramatiques. Et elle a certainement, Mireille d'Arc, eu à cœur de conserver ce fil qui était d'abord sa formation, et puis même qui était la raison pour laquelle elle avait, jeune Toulonnaise, voulu effectivement faire ce métier. Il n'y avait qu'une seule photo d'elle de ciné chez elle, en tout cas dans la pièce dans laquelle on était. C'était une photo sur le tournage de Week-end. Ce qui en dit long quand même sur l'intérêt, l'amour sans doute qu'a porté à ce film, et sans doute quand on connaît la suite, d'une certaine façon, peut-être les regrets qu'elle a eu de ne pas avoir d'autres rôles à ce niveau-là, et dans ce cinéma-là qu'elle estimait, mais qui ne l'a jamais vraiment offert en retour le même truc, quoi. C'est Sylvien, VA, 169 première. L'année 1969 est marquée par un événement au cinéma. Partez! Henri Verneuil organise les retrouvailles entre Lino Ventura et Jean Gabin dans Le Clan des Siciliens. C'est vrai qu'ils se sont retrouvés, mais je dirais qu'ils ne s'étaient pas quittés, quoi, en fait. Ils s'étaient jamais quittés. Je vous avais dit de passer quand vous vouliez. Je vous avais dit que... Je vous avais dit que vous pouviez passer quand vous vouliez. Quand vous vouliez. Vous venez encore avoir de la chance, c'est ça? Ah non, après. Regarde et ne dis rien. Sois belle et tais-toi. Regarde et ne dis rien. Regardez. Non. Sois belle et tais-toi. Non, parce que je... C'est vrai que papa n'était pas prévu au départ dans Le Clan des Siciliens, il faut le savoir. C'était juste un rôle qui avait été écrit pour 2 personnages, c'est-à-dire Delon et Gabin. Et au fur et à mesure de l'écriture, Verneuil, papa s'est imposé, si vous voulez, parce que dans le paysage cinématographique de l'époque, il n'y en avait qu'un qui pouvait s'imposer en tant que commissaire, parce que le commissaire prenait de plus en plus d'importance tout au long de l'écriture. Et ça a été Ventura, forcément. Vous le connaissez depuis longtemps? Je le connais depuis longtemps, je le connais depuis Touchez pas au Grisby, puisqu'il a débuté avec Becker, avec nous, quoi, dans Touchez pas au Grisby. Vous aviez pensé à ce moment-là qu'il ferait une carrière de ce genre? Oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'avais vu l'essai qu'il avait fait, Becker m'avait montré son essai. J'ai dit, mais qui est ce gars-là? Où tu as déniché ce gars-là? Et bien, il me dit, c'est un catcheur. Et ben, je lui ai dit, mon vieux, il a une drôle de personnalité. C'est comme ça que Lino a commencé à faire du cinéma. Et depuis, nous sommes restés, je pense, de très grands amis. Taisez-vous, laissez-nous répéter, allons. Allez. Ah bah dites donc, alors là, c'est une blague. Oui, monsieur, une mauvaise blague pour nous. Une lampe qui s'allume trop tôt, il me l'a obligé de repartir à zéro. Alors, si tu le regardais à ce moment-là, et tu le rencontres son regard à ce moment-là, et tu dis, cherchez pas, là. Cherchez pas. Voilà. Est-ce que tu le sens de dire ça, par exemple, en regardant les photos? Oui, une mauvaise blague. Oui, d'accord. Hein? Gabin a, dès le départ, a pris papa sous son aile parce qu'il l'a aimé. Enfin voilà, c'était comme ça. Je pense que leur histoire d'amitié a commencé au premier regard, je dirais, comme une histoire d'amour. C'est que voilà, il parlait beaucoup de papa. À chaque fois qu'on cherchait un rôle, il disait mais vous devriez prendre le petit Rital, là, il est pas mal. Donc... J'ai énormément d'estime pour lui en tant qu'homme. Parce que dans la vie, c'est un homme droit, loyal,
c'est un homme honnête. Et dans sa vie privée, c'est un homme aussi très très bien. Moteur. Un homme loyal, Gabin va en avoir une nouvelle preuve. C'est bien vers 184 premières. Attention. Merde. Hop. C'est le moment qu'il a fait. C'est le moment qui m'a fermé le verrou à double tour. C'est bon. Très bon. Dans le film, Alain Delon incarne un dangereux truand arrêté par un commissaire joué par Lino Ventura. Jean Gabin, qui est le chef du clan des Siciliens, organise son évasion pour l'aider à réaliser un hold-up. Sur le plateau, l'ambiance est électrique entre Gabin le patriarche et Delon le jeune loup qui exige d'avoir son nom en haut de l'affiche. Finalement, Lino Ventura réussira à le faire revenir à la raison. Mais nul ne sait encore aujourd'hui comment il a procédé. Le problème, pour un scénariste surtout, en ayant 3 grosses vedettes comme ça, c'est un peu la répartition. Bah oui, mais écoutez, il faut pas regarder à ça. Parce que si on regarde à ça, alors ça, c'est fichu. On dit que les acteurs, ils regardent souvent. Oui, bien sûr, certains. Mais je crois que ce qui est primordial, c'est quoi? C'est l'histoire. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je me rappellerai toujours d'une chose que Jean Gabin m'a dit quand j'ai commencé à ses côtés à faire du cinéma. Il m'a dit, rappelle-toi que pour faire un bon film, il te faut 3 choses. Primo, une bonne histoire. Secondo, une bonne histoire. Et tertio, une bonne histoire. Le 5 décembre 1969 est un soir de première à Paris. Le clan des Siciliens est présenté aux invités de la production en présence des comédiens. Lino Ventura est rassuré. Sur l'affiche, le nom de Jean Gabin est bien placé au-dessus des 2 autres. Fait exceptionnel, c'est la première fois que Jean Gabin a accepté de venir présenter l'un de ses films. Alain Delon jouera la revanche 4 ans plus tard en produisant 2 hommes dans la ville. Son nom et celui de Jean Gabin seront cette fois au même niveau sur l'affiche. Lorsque le clan des Siciliens sort au cinéma, Mireille d'Arc n'est plus uniquement l'amie des tontons. Elle est également devenue la compagne d'Alain Delon depuis quelques mois. Elle me plaisait beaucoup parce qu'elle était très moderne avant son temps. Je l'avais vue dans tous les films de Lautner et je la trouvais superbement belle, magnifiquement faite, tout à fait à mon goût. Le tout premier souvenir, c'est un soir où mon père m'emmène, oui, je devais avoir 4-5 ans, je rentre dans cet appartement, c'est un duplex, avec un escalier qui montait. Et là, tout d'un coup, en haut, je regarde, et là, je vois Mireille, elle était habillée très courte, je me souviens de ses immenses jambes comme ça, très et belles, et c'était elle. Mon père a toujours aimé les grandes jambes. Des jambes interminables magnifiques. Naturellement, c'est ce qu'on regarde en premier, enfin... Lui, en tout cas, c'est un spécialiste. Bordé de bleu. Le début de la grande histoire d'amour de Mireille d'Arc s'est écrit en coulisses au printemps 1968. La comédienne revient du tournage du film Le Week-end. Alain Delon, lui, de la piscine. Et pour son prochain film, il souhaite offrir à Mireille d'Arc le rôle de sa vie. Jeff a peut-être des raisons. C'est raison. C'est une fois de plus le producteur Raymond Danon qui a joué les entremetteurs. Même si je ne comprends pas. Quand il a proposé à Mireille de rencontrer Alain Delon, parce qu'il leur vouait un culte à tous les deux et qu'il pensait, à juste titre, que ça ferait un merveilleux couple, elle lui a dit « Mais non, je ne veux pas du tout rencontrer Alain Delon. Je crois qu'elle a dit un truc du genre « Il a l'air d'une gonzesse ». Mais c'est une gonzesse avec laquelle elle est restée assez longtemps. Elle aimait bien les gonzesses, remarque. Il me faisait peur, il était trop beau, trop tout. Il était trop connu, trop célèbre, trop... c'est difficile. C'est de beauté qui se percute. Enfin, je veux dire, c'est magnifique. Moi, je regardais ça avec waouh. Je me disais,
qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'ils doivent s'aimer. Enfin, c'est des gens qui font rêver, hein. Le jour où elle rencontre Alain Delon, c'est le plus grand amour de sa vie. C'était réciproque. Elle était en extase devant lui. Elle me le disait 25 fois par jour. J'adore le regarder quand il dort, tellement il est beau. Il est beau quand il dort. J'ai découvert ce qu'était la beauté, oui, bien sûr. Alain était la beauté même. Et la beauté, c'est quelque chose... Je ne savais pas que ça avait cette puissance. C'est une énergie extraordinaire. C'est de l'art, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Ça m'a fait pleurer quelquefois de le regarder, de regarder son visage. Il était trop beau. Et ça allait au-delà de la beauté. Ben, dans ma vie, elle m'apporte une femme que j'aime, une femme dont j'ai envie. On était heureux parce qu'on s'aimait plus que tout au monde et on travaillait ensemble. Et on s'aimait tellement que Mireille, qui est une femme extraordinaire, délicate, pleine de générosité et pleine de beaucoup de choses, m'a demandé un jour, m'a dit, écoute, tu sais, j'ai réfléchi à une chose, je vais m'arrêter de faire du cinéma pour m'occuper de toi. Et je lui ai dit, écoute Mireille, ça me bouleverse ce que tu me dis, mais je t'interdis de t'arrêter de faire ce métier, tu vas le continuer ce métier, tu vas faire ce métier parce que tu l'aimes, tu vas faire ce métier parce que tu es bien, et tu t'occuperas de moi quand même. Voilà. Mais elle voulait s'arrêter vraiment. Mais il m'a jamais rien imposé, il m'a pas demandé de pas tourner. C'est moi qui ai eu envie à un certain moment de me mettre un peu en marge parce que j'étais un peu lasse d'être devant un miroir et d'être devant moi-même. C'est aussi un autre défi. C'est vivre d'une autre manière. J'aurais eu envie d'avoir des enfants à ce moment-là. J'aurais eu envie de faire peut-être de la mise en scène. Bon, mais tout ça a pris du temps. Elle a choisi de s'occuper de lui. Quelque part, lui, il travaillait beaucoup. Rien ne l'a obligé, elle, à mettre un peu sa carrière de côté. Mais voilà, il y avait ce côté aussi mère, femme, attentionnée, attentive, douce, qui savait vous organiser votre vie. C'est toute cette somme de choses qui a fait qu'il l'a aimée. Là où elle a été très intelligente, c'est qu'elle n'a jamais voulu prendre la place de ma mère. Donc, elle avait une place d'autorité, mais également de complicité. Elle était aussi ma copine, elle l'a prouvé. Une fois, mon père regardait un match de foot, et donc je m'étais planqué dans les buissons avec une carabine à plomb. Et je tirais sur l'antenne de télé. Donc ça faisait des interférences. Et donc, il y avait, vous savez, à l'époque, les télés, il y avait de la neige comme ça, le truc. Donc il s'énervait, il mettait des claques sur la télé. Putain. Et Mimi, elle regardait le match avec lui, et elle s'est dit, non, il y a un truc qui va pas, parce que c'était des trucs un peu réguliers. Elle est sortie et elle est arrivée vers moi comme ça. Et moi, je ne l'ai pas vue arriver tout de suite. Hein. Elle m'a dit, Tony, qu'est-ce que tu fais? Arrête tes conneries. Bon, et là, elle m'a dit, arrête ça, parce que si ton père sait que c'est toi, il va te détruire, il va te démolir. Et alors ça, elle m'en a reparlé, elle rigolait quand elle me parlait de ça. Mireille d'Arc tourne moins. Elle sélectionne ses films. 3 ans après le film avec Jean-Luc Godard, elle renoue enfin avec les Tontons. Quoi dire, quoi, hein, t'es au bord du bégaiement. Allons-y. En plus d'être dialoguiste, Levez-vous. Michel Audiard porte aussi la casquette de réalisateur. Germaine, ça va? Il est toujours avec sa casquette en studio. Vous le trouvez beau? Ah oui, il est assez séduisant avec sa casquette. Je dois dire que c'est comme ça que je le préfère. Vous pensez qu'il vous a bien mis en scène? Vous savez, moi, je dois énormément de choses à Michel. Dans le métier, il m'a presque imposé. Il m'a donné ma chance, disons. Oui, Bernard Blier, lui, il fume sa pipe. Moi, j'ai toujours fumé dans tous les films, sur les plateaux. Oui, là-dedans, lui, il boit, Moi, je fais tout. Il drague et il tue. Je tue aussi. Mais en principe, je drague surtout. C'est une obsession totale. Après Blier, Audiard,
elle retrouve l'année suivante celui qui lui a donné sa chance et a fait d'elle une vedette, Georges Lautner. Ensemble, ils tourneront encore 6 films. Mais c'est un autre metteur en scène qui va l'élever au rang d'actrice iconique. Vous m'avez fait perdre une nuit, espèce de gourde! Comment? Mais il fallait lui mettre le marché en main, mon Dieu! Toulouse le paye, j'étais prêt à le payer plus! Puis qu'est-ce que c'est que ces guéripettes à répétition? Vous pouvez pas travailler avec votre tête de temps en temps? Quand? Hein? Quand travailler avec ma tête? Il a passé la nuit à coincer mes cheveux dans sa braguette, à s'envoyer des coups de cornemuse, à jouer son opéra et accessoirement à me faire l'amour! Très bien d'ailleurs. On tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde! On tourne en rond! En 1972, dans Le Grand Blond avec une chaussure noire d'Yves Robert, Mireille d'Arc incarne le rôle d'une espionne. Celui qu'elle doit séduire pour lui soutirer des informations, c'est Pierre Richard. J'ai invité quelques amis chez moi. Vous pourriez faire un saut et venir boire un verre avec nous. Voici mon adresse. 85 rue des Plantes. Sophie. Ce soir. En général, les agents secrets ont des armes extrêmement perfectionnées, et des gadgets. Vous, votre arme préférée, quelle est-elle? J'en ai pas. Le charme. Un peu. Un peu? Oui, bah, je vais pas dire beaucoup. Enfin, c'est pas à moi de dire. Oui, mais enfin, dans le film. Oui, c'est ça. Oui. Vous séduisez. Oui, c'est ça, j'essaye. Mais c'est facile, là, parce que je tombe sur un garçon très, très pur et dès qu'il me voit, enfin, c'est le coup de foudre. Je me dis, merde, on me donne un rôle de baladeuse, encore une fois. Venez. Et là, je me dis, il faut que je me démerde pour qu'on me voie. Bonsoir. Bonsoir. Pour qu'on se souvienne de moi, pour que j'existe dans le film. Comment alors marquer les esprits? Sa réponse, c'est de la haute couture au départ imaginée par le scénariste. Ils partent avec l'idée d'une robe décolletée, tout ça, et je dis arrête, j'ai pas assez de poitrine pour faire rêver les gens, arrête. Et je dis pourquoi on fait pas le décolleté dans le dos? Il me dit si tu veux. Et il y avait une petite main qui était là et qui mettait les épingles. Je dis descends, 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 descends. Et quand je l'ai vue devenir toute rouge, j'ai commencé à dire, là, ça devient intéressant parce qu'elle a honte de me regarder. Mireille, elle a une robe splendide quand on la voit pour la première fois. Ah bon. Et puis tout à coup, elle nous tourne le dos et on voit ses fesses. L'effet recherché par Mireille d'Arc dépasse ce qu'elle avait imaginé au point de perturber toute l'équipe du tournage. C'est vrai que cette robe met tout le monde très très mal à l'aise. Je veux dire, le silence de cette robe, c'est quand même assez étonnant. Donc vous vous dites, je me suis peut-être plantée, j'ai peut-être été trop loin. Au moment où je partais, Yves Robert m'a rattrapée en me disant non, non, reste. On est simplement en train de refaire notre journée de travail. Ça s'est bien passé, le concert? Mes amis viennent de partir. Oui, ce sont d'horribles couches-tôt. Ben, les gens étaient absolument émerveillés. Alors ça se traduisait par des « Ah !»« Oh !» Voilà, ça. C'est gracieux, c'est un peu provoquant, mais c'est pas vulgaire. C'est classe, quoi. C'est l'exact aboutissement de tout le travail de Lautner. Voilà. Lautner a mis en place un personnage et une personnalité. Elle sait se servir de ce personnage et elle donne le meilleur d'elle-même. Elle se sert de tout un acquis pour faire de son personnage quelqu'un d'attachant, de magnifique et d'intelligent, de pertinent, de drôle. Et on voit là le travail de Mireille. Là, c'est du grand art. Elle est devenue un mythe avec ça. Quand on parle de Mireille d'Arc, on pense à la robe, voilà, comme l'hommage de Horatica au César, cette belle robe qui est devenue un personnage. Il y a des costumes indissociables des personnages de cinéma. Il y a des costumes qui ont même construit des personnages. C'est Mireille d'Arc. Vous me faites penser à Mireille d'Arc, c'est fou. N'importe quoi. Ce n'est pas la chaussure noire du Grand Blond,
mais bel et bien la robe noire de la grande blonde qui finit par s'inscrire dans nos mémoires. Des comédiennes, des mannequins reprennent depuis 50 ans le dos nu le plus marquant du cinéma français. À travers ce rôle, Mireille a fait la synthèse de tout ce qu'elle a incarné dans les films de Lautner. Une femme follement séduisante, définitivement libre et finalement puissante. Bien des années après leur rencontre, le réalisateur se disait fier d'avoir su déceler avant les autres le talent de Mireille d'Arc. Les metteurs en scène qui ont travaillé avec elle, a priori, je ne les aime pas. Mais enfin, je ne sais pas, il y a eu Yves Robert pour Le Grand Blond, qui est un film que j'ai beaucoup aimé, mais c'était toujours dans la maison Gaumont. Peut-être que c'est volontaire. Je fais un blocage sur les autres films qu'elle a pu faire avec quelqu'un d'autre. Je ne me souviens plus. Elle a tourné avec Molinaro, c'est pas présent dans mon esprit. Elle a tourné avec Yves Robert, ça je viens d'en parler. Elle a tourné avec Godard, alors ça je l'ai eu en travers, mais elle a reconnu, des années après, que c'était une erreur. Mais sur le moment, qu'est-ce qu'elle a pu nous casser les pieds? Enfin, elle faisait de l'intellectualisme. Et puis, elle est revenue sur ses déclarations. En tournant Les Tontons Flingueurs, le réalisateur est entré dans la légende du cinéma français. Pour célébrer les 40 ans de la sortie de son film, Georges Lautner avait rédigé cette lettre. Il y a eu le film, il y a eu le gentil succès, il y a eu le miracle de la réussite qui traverse les années. Il y avait les copains, et eux ne sont plus là. Et ça, c'est dur. C'est ça la vie, belle saloperie, dur à accepter. Si au moins on partait tous en même temps, quelle rigolade. Mais non. À l'occasion de cet anniversaire, les derniers tontons s'étaient finalement retrouvés pour célébrer le mystère de cet incroyable succès. Je crois que les tontons ont été découverts vraiment, vous savez quoi, avec le magnétoscope. Quand les gens ont pu, même les dialogues d'Audiard sont devenus mythiques en se les repassant. Et c'est devenu, à force de se revoir les tontons, c'est rentré, les gens sont devenus fous, des tontons. Même si Mireille d'Arc n'a pas joué dans cette comédie, avec le temps, elle en est devenue indissociable. Moi, dans ma tête, je l'ai fait, le film. Je les ai tous faits, ces films-là. J'en fais partie. Et c'est vrai, parce que j'ai toujours pensé à elle. Oui. Les tontons, je la connaissais pas, mais je pensais quand même à quelqu'un que j'aimais. On a vécu une période de bonheur absolu, hein. Ah, ça, c'est vrai. C'est vrai. J'ai lu des articles dans les journaux où on disait la bande à Audiard, et ils sont tous derrière Mireille. Et c'était pas la bande à Audiard, c'était la bande à Lautner. Et moi, je dis que c'était la bande à Mireille.